L'activité mafieuse ne serait pas possible sans la protection du politique. Maintenant, ils n'affrontent plus l'État, ils collaborent avec l'État. Toutes les subventions qui viennent de l'Union européenne, c'est de toute façon la mafia qui continue à les toucher et c'est la mafia qui continue à organiser le trafic des migrants, comme avec Giorgia Meloni aujourd'hui. En tout cas, son gouvernement, sans cette complaisance, le crime organisé ne peut rien faire. Maintenant, il y en a d'autres, à part l'Albanie, qui sont vraiment en très bon chemin pour être des narco-États. Vous avez l'Espagne, avec les arrivées de cannabis et de cocaïne sur Algésiras et sur Barcelone. Beaucoup plus narco-États. La Belgique, les institutions continuent à fonctionner. Donc l'état de droit, il existe encore. Par contre, il y a de plus en plus de tentatives de corruption. Il y a les institutions européennes en Belgique, à Bruxelles. Puis on sait très bien qu'il y a les lobbyistes. Puis on sait très bien que tous les parlementaires ont fait l'objet ou font toujours objet de tentatives de corruption. En une année à Marseille, vous avez plus de règlements de compte que sur toute la Sicile. C'est beaucoup plus violent la France aujourd'hui que le sud de l'Italie. Plus que 11% sont du côté de Macron. La France va au-delà de gros problèmes. En fait, la réponse ne vient pas du politique. Elle vient de la société civile. Elle vient de la rue. Et si les gens s'indignent, ils peuvent faire changer les choses. Malgré une classe politique, il faut reconnaître en Europe, qui est aujourd'hui très laxiste. Bonjour François Mélan. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Merci à vous. Vous êtes un essayiste, un ancien militaire de formation académique. Vous vous intéressez depuis de nombreuses années à la question des mafias et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Vous avez étudié de près Cosa Nostra, cette organisation mafieuse sicilienne historiquement structurée en clans et connue pour son emprise sur de nombreux territoires ainsi que ses activités criminelles. Au-delà de vos lectures, vous êtes allé vous-même sur le terrain en Italie pour confronter vos connaissances à la réalité. Aujourd'hui, la mafia semble moins visible qu'autrefois. On entend moins parler de ces figures de parrains, tout type de violences spectaculaires qui ont longtemps marqué les esprits. Et pourtant, il y a beaucoup d'experts qui s'accordent pour dire que cette disparition apparente est en réalité le signe d'une transformation des organisations qui privilégient désormais la discrétion, l'infiltration économique, les circuits financiers plutôt que le contrôle visible d'un territoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces analyses ? Partiellement. En fait, une transformation, non, parce que la base de l'organisation mafieuse, en fait, est-ce qu'elle est toujours la même ? Est-ce qu'il y a toujours l'omerta ? Il y a toujours le consensus social, le culte du secret, il y a toujours une hiérarchie, il y a toujours le code d'honneur, ça reste. Donc, c'est pas une transformation, parce qu'une transformation, ça sous-entendrait qu'on reverrait l'ADN, on revisiterait l'ADN de l'organisation, et il n'a pas été revisité, au contraire. Je dirais plutôt une adaptation. Elle s'adapte. Maintenant, sur le plan médiatique, on se rappelle encore des années de plomb où durant 2 ans de suite à Palerme, par exemple, il y avait non moins de 1000 assassinats par année. Rien qu'à Palerme, c'était l'époque avec Giovanni Falcone, avec Paolo Borsellino. Il y avait une quantité de magistrats très courageux et de politiques aussi très courageux, notamment du Parti communiste, qui ont vraiment lutté contre la mafia, quand à un moment donné, ils ont été d'accord, les autorités ont été d'accord de reconnaître qu'il y avait une organisation qui s'appelait la mafia, en fait. Et là, ça s'est donné à beaucoup d'assassinats, notamment aussi parce qu'il y avait une guerre de pouvoir donc interne à la mafia entre les Palermitains et puis les Corleone. Et les Corleone, ils ont passé toutes les lignes rouges, ils ont dépassé tous les codes et ils voulaient le pouvoir, donc ils ont fait assassiner, ils ont fait supprimer tous les concurrents palermitains qui fréquentaient la haute société. Puis les Corleone, c'était plus la campagne, ils se sentaient plus peut-être humiliés, peut-être laissés pour compte. Et puis c'est dans cette configuration-là qu'il y a eu justement l'un des premiers repentis, qui était Bucetta, qu'on appelle aujourd'hui, donc on a changé la terminologie, et ça vient de l'Italie, et ça vient surtout de la Sicile. On a changé la terminologie, ça s'appelle plus repenti, ça s'appelle collaborateur de justice. Et puis c'est là où il y a l'un des survivants, justement parce qu'il était au Brésil, c'était le parrain des deux mondes en fait. Il faisait le lien entre l'Amérique latine et la Sicile. C'est ce qui lui a sauvé la vie, c'est qu'il était il est au Brésil, donc les Corleone n'ont pas pu l'assassiner. Par contre, ils ont assassiné toute sa famille en Sicile, et c'est là où il décide de collaborer avec la justice et de collaborer avec Giovanni Falcone. Puis après, il y a eu le maxi-procès, je ne me rappelle plus exactement l'année, c'était peut-être en 84. Le maxi-procès, ils ont quand même
condamné plus de 400 mafiosi. Après, il y a les attentats spectaculaires de Giovanni Falcone quand ils font, à la hauteur de Capaci, ils font sauter un tronçon autoroutier avec plus de 600 kilos de TNT. On peut dire que ces années de plomb, ces années très noires, avec beaucoup d'assassinats, on peut dire que dans l'histoire de la mafia, et dans l'histoire la plus ancienne, puisque le terme mafia, qui est propre à l'Italie, au sud de l'Italie, quand on parle des autres mafias, c'est faux, on ne devrait pas utiliser mafia. Parce que mafia, ça vient vraiment de la Sicile, ça vient de l'invasion arabe. D'ailleurs, l'étymologie du mot mafia est de l'arabe. Et puis la mafia, en fait, les hommes d'honneur, c'est un concept qui a été exporté sur la Sicile par les Aragonès, donc quand la Sicile appartenait à la couronne d'Aragon, donc en Espagne. C'est un concept qui est très ancien, qui est séculaire. Et dans toute cette histoire-là, on peut dire que les fameuses années de plomb, c'est un incident de parcours. Donc pas un incident de parcours, mais c'est un incident parce que la mafia, par définition, veut être discrète. Elle ne veut pas faire ce qu'elle a fait. Et d'ailleurs, stratégiquement, c'était désastreux ce qu'ils ont fait déjà pour eux, parce que ça a été le début qu'ils ont affronté l'État. Ils se sont confrontés à l'État, et on sait que l'État reste finalement l'État le dernier mot, parce que l'État bénéficie de la force légitime et bénéficie de toutes les structures avec l'armée, de tout ce qu'il faut pour lutter. Donc là, ils ont fait une grosse erreur, les Corléonais, c'est qu'ils ont, en assassinant les magistrats, ils se sont affrontés directement à l'État. Et alors une autre mafia, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est la 'Ndrangheta, qui est la plus puissante aujourd'hui au monde, qui est juste à côté en Calabre, alors c'est son voisin, vous passez le détroit de Messine et vous êtes en Calabre. Alors eux, ils ont profité de prendre de l'ampleur, puisque Cosa Nostra était diminuée et les parrains, les uns après les autres, se faisaient arrêter. Ils ont profité, eux, pour prendre de l'ampleur, pour prendre certains marchés que Cosa Nostra avait. Et maintenant, la 'Ndrangheta, c'est des 4 mafias du sud de l'Italie, c'est la plus importante. Mais la Cosa Nostra, elle n'est pas morte. Elle est toujours, et puis c'est un monde fascinant, et puis elle est toujours très très active. Simplement, c'est que maintenant, ils affrontent plus l'État, ils collaborent avec l'État. Oui, et à ce sujet, on a eu un développement intéressant ce week-end en Italie. La société civile s'est mobilisée, elle a remporté un référendum à 54% contre des réformes perçues comme une politisation de la justice, portée notamment par des associations anti-mafia comme Libera. Cette mobilisation s'inscrit dans un contexte historique où la lutte contre la mafia repose sur une justice indépendante. Et dans ce cadre, en fait, toute réforme qui renforce le pouvoir politique sur le judiciaire suscite des inquiétudes et certains y voient un risque d'affaiblissement des contre-pouvoirs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce qui s'est passé ce week-end en Italie? Alors, ce qui s'est passé ce week-end, donc une fois de plus, malheureusement, on est tous focalisés sur les événements du Moyen-Orient. Et puis vous savez que Moyen-Orient, c'est une appellation qui est fausse, donc c'est l'Orient occidental, mais c'est purement occidental, c'est vraiment une vue d'esprit occidental de dire Moyen-Orient. Mais bon, on est tous focalisés là-dessus, et puis bon, c'est un peu normal. Et on a loupé ce qui s'est passé en Italie, qui est très fort, parce que cette réforme de la justice, entre guillemets, cette réforme, c'était plus qu'une réforme, c'était une transformation de la justice qui était voulue par Giorgia Meloni. C'était vraiment son gros dossier. On pensait même qu'elle allait démissionner si elle faisait pas passer cette réforme. Parce que la Giorgia Meloni, elle a été élue, ça fait en 2022. Et depuis 2022, il y a beaucoup de pression sur les magistrats, les juges. Peut-être, reprenons depuis le début, la Meloni vient de la même rame que Berlusconi, que Silvio Berlusconi, qui était mis en cause par Paolo Borsellino, qui était l'adjoint du juge Falcone, Giovanni Falcone. Borsellino avait une investigation, il avait une enquête contre Silvio Berlusconi pour sa collusion avec la mafia, plus précisément avec la Cosa Nostra. Donc, quand on parle de Cosa Nostra, donc c'est la Sicile. Et la Meloni vient exactement de cette même rame, on peut dire. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut l'appeler fasciste, extrême droite, je ne sais pas. Mais ce sont des gens qui sont toujours assez proches de la mafia. On parle aussi de l'achat des voix. La Meloni a bénéficié de l'achat des voix. Je vous expliquerai ce que c'est l'achat des voix. Alors l'achat des votes, alors ça se fait toujours en Italie et surtout donc en Calabre, en Sicile. Donc je vous expliquerai. Donc la Meloni, elle vient de ce côté-là.
Et elle a, dès son arrivée au pouvoir, elle a commencé à fragiliser le pouvoir des juges, qui sont un contre-pouvoir. Elle a voulu privatiser une partie de la justice. Elle a dit qu'il y avait trop d'excès de zèle aussi. Elle voulait aussi séparer, et c'était l'objet de la réforme, elle voulait séparer aussi les deux carrières, procureur et juge. Elle voulait ralentir, empêcher la bonne communication, la symbiose qu'il y a entre les procureurs et les juges. Parce que vous savez que dans le système antimafia italien, il y a les procureurs et les juges, ils n'ont pas les mêmes fonctions. Elle voulait créer aussi une haute cour de sanctions, ça veut dire une haute cour indépendante pour sanctionner les abus de la justice. Un petit exemple, son ministre de la Justice, dont j'ai plus le nom, par exemple en 2024, en septembre 2024, il fait sortir des prisons palermitaines 20 parrains de Cosa Nostra, dont la majorité étaient condamnés avec des peines très lourdes. Ça veut dire beaucoup d'années, il ne devait pas ressortir. Il les a fait sortir pour bonne conduite. Oui. Donc ça montre que le gouvernement de Giorgia Meloni est non pas pro, mais il est complaisant. Il est complaisant avec la mafia. Je ne sais pas si on peut dire avec l'organisation secrète, l'honorable société, le crime organisé, mais en tout cas, il est très complaisant. Quand elle lutte, ça c'est le populisme, quand elle fait sa campagne pour lutter contre les flux migratoires non contrôlés, donc sur la thématique des migrants, les migrants, ça continue aujourd'hui en Italie, mais simplement, ça a changé de main. Ça veut dire que toutes les subventions qui viennent de l'Union européenne, c'est de toute façon la mafia qui continue à les toucher, et c'est la mafia qui continue à organiser le trafic des migrants. C'est un business qui est très, très lucratif. Comme d'ailleurs le traitement des déchets dangereux, en fait, tout ce qui est qui nécessite tout un processus pour l'élimination, pour l'évacuation, le stockage et l'élimination, derrière vous avez la mafia. Et tout ça, c'est un système, et tout ça, c'est possible parce que depuis Rome, est-ce qu'ils acceptent la chose, est-ce qu'ils favorisent la chose. Donc, encore une fois, quand la Giorgia Meloni dit qu'elle luttait contre les flux migratoires, contre la clandestinité et tout, c'est faux, c'est totalement faux. C'est la même rame que Berlusconi, c'est un régime qui est extrêmement complaisant. Et d'ailleurs, l'événement de Palerme où elle fait libérer, alors c'est plutôt son ministre de la Justice, fait libérer ses 20 parrains en septembre 2024, c'est un événement qui a été d'ailleurs dénoncé par un journaliste avec qui j'étais longtemps en contact, Salvo Palazzolo de la Repubblica, qui est d'ailleurs aujourd'hui qui est menacé de mort. Et il est sous protection policière. Parce qu'il a dénoncé ça en septembre 2024. En janvier 2025, il apprenait qu'il était menacé de mort par Cosa Nostra. Mais juste pour revenir à ce que vous disiez donc aux événements de l'Italie, alors Libera est l'une des principales grandes organisations anti-mafia, société civile, apolitique. J'ai rencontré des gens de Libera donc à Palerme récemment. Libera a fait ceci, c'est que les biens de la mafia, quand le parrain il était condamné, que sa peine était confirmée, on saisit ses biens. L'immobilier, ses comptes en banque, les terrains, les choses comme ça. Et ils sont confiés à Libera. Et Libera propose des projets d'utilité publique ou des projets, par exemple une ferme, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'agribusiness ou des choses comme ça. En fait, c'est toujours des projets à utilité publique. Ils doivent engager des jeunes, ils doivent travailler la terre, ils doivent faire des produits écologiques. Bien sûr, ils les commercialisent. Et ça, c'est Libera. Ça veut dire que chaque fois qu'ils ont attrapé des gens comme Bucetta, mais par exemple Brusca, qui est l'un des assassins de Falcone, moi, je suis allé dans l'une des propriétés de Brusca, une grande propriété avec un super terrain, tout est clôturé et tout. Maintenant, ici, à cet endroit-là, il y a une école de journalistes anti-mafia. Vous voyez ? Alors ça, c'est Libera. Ça, c'est leur job. Et ils ont fait vraiment avancer les choses, mais c'est aussi grâce, parce qu'avant ça, il y a comme des politiques courageux et des juges qui ont fait que le code pénal italien prévoit qu'on puisse séquestrer les biens du parrain quand tous les recours ont été exploités, puis qu'on a vraiment que sa culpabilité et sa peine a été confirmée. À ce moment-là, on lui saisit tous ses biens,
tous les biens connus, hein, parce que le dernier grand parrain de Cosa Nostra, on estime qu'il y a encore 4 milliards d'euros à quelque part, mais on ne les a encore pas trouvés. Et puis ça, c'est confié justement à Libera. Et ça, c'est maintenant valable, ça c'est dans toute l'Italie. Alors Libera était, avec d'autres organisations comme Adio Pizzo et d'autres organisations de la société civile, étaient les fers de lance de cette réponse à la tentative de Giorgia Meloni de privatiser la justice. Et puis, pour finir sur ce point-là, on peut dire que c'est un exemple, une fois de plus, on voit que la réponse à ces problèmes-là, qui sont quand même des problèmes épineux et qui concernent la jeunesse, ne sont pas réglés. En fait, la réponse ne vient pas du politique. Elle vient de la société civile, elle vient de la rue. Et pour moi, la Sicile et l'Italie, là dans ce cas présent, c'était toute l'Italie, c'est pas que la Sicile. Pour moi, c'est un exemple, ça doit nous inspirer qu'on peut, avec la société civile, à un moment donné, si les gens s'indignent, ils peuvent faire changer les choses. Malgré une classe politique, il faut reconnaître en Europe, qui est aujourd'hui très très laxiste. Oui, vous parlez de l'Europe, justement, si on étend cette question à l'échelle européenne, là vous nous parlez d'un système corrompu, d'un État complaisant. Est-ce qu'on peut retrouver en Europe, ou peut-être aux États-Unis, je ne sais pas, des gouvernements populistes qui collaborent de cette façon, ou du moins qui sont complaisants à l'égard d'un système mafieux qui prend de plus en plus d'ampleur de façon sous-jacente? Alors, toutes ces associations qui ont obtenu de grands progrès, notamment sur la lutte contre le racket, contre le pizzo. Ces associations-là qui sont issues de la société civile, encore une fois, qui sont apolitiques. Eux, ils ont une jolie expression pour parler des politiques qui sont corrompus. Ils disent pas politique corrompue, ils disent tel et tel, on sait que c'est un politique disponible. On appelle ça comme ça. Alors, il dit oui, alors attention avec lui, ou alors si c'est justement Cosa Nostra, il dit oui, avec lui on va pas de problème, là on va s'entendre parce que c'est un politique disponible. Ce sont des politiques qui sont perméables. Et puis peut-être juste pour parler encore de ceci, parce que c'est très très important de parler de l'échelon politique, parce que l'activité mafieuse ne serait pas possible sans la protection du politique. Quand j'étais, par exemple, récemment, j'étais à Ramacca, c'est dans la Catane métropolitaine, où il y a une famille mafieuse. Alors, en fait, c'est la famille de Ramacca. Et j'ai passé une soirée avec un avocat donc un ex-politique de gauche, et avocat et défenseur des victimes contre la mafia. Et il me disait, mais si vraiment tu t'intéresses à la mafia, la vraie, parce que Cosa Nostra, la Ndrangheta, tout ça, entre guillemets, ce sont des petites mains. Si vraiment on s'intéresse à la vraie mafia, et la Rome, c'est le pouvoir politique. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, si vous avez aimé cet extrait, je vous invite à visionner la vidéo dans son intégralité sur Epoch TV en cliquant sur le lien situé dans la barre d'information sous la vidéo. Sur Epoch TV, l'inscription est gratuite et vous aurez également accès à davantage de contenu premium, des articles d'analyse de l'actualité ainsi que des interviews. J'espère que cette offre enrichie vous plaira et je vous dis à bientôt sur NTD France.